Ne lisez pas ce livre. Pire d'État, Philippe Pasco, proche de Valls, élu dans les Alpes pendant des dizaines d'années. Dans ce livre, il décrit les abus des politiques en France. Et c'est assez grave, donc ne lisez pas. Donc j'ai lu ce livre Pire d'État par Philippe Pasco. En fait, je suis tombé sur une interview de lui sur YouTube. C'est un livre qui est un petit peu passé inaperçu. Et pour cause, il y a pas mal de choses qui sont assez choquantes. Et je vous explique pourquoi je l'ai lu. Moi, je suis entrepreneur. J'estime que c'est important de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le monde. J'aime beaucoup les livres de non-fiction, ça m'intéresse. Et du coup, voilà, je voulais un petit peu en savoir plus. Donc j'ai lu ce livre et c'était, franchement, ça m'a tué. Je vais partager avec vous quelques extraits du livre. Alors le premier truc, c'est l'abstention. Il explique en fait que y a tellement d'abstention en France que c'est pas si difficile que ça d'être élu. Donc il explique, si vous savez cajoler l'électeur qui a voté pour vous, le brosser dans le sens du poil, vous êtes quasiment sûr d'être réélu à vie. Après tout, il n'y a que quelques mains serrées, 1 sur 10, des chocolats à offrir, un bon repas au club des anciens. Mieux encore, on peut imiter la mairie de Puteaux, donc ça c'est un fait réel, j'en avais entendu parler, et acheter pour 220 000 € d'aspirateurs de marque, soit entre 3 000 et 3 500 appareils, que l'on offre ensuite gracieusement aux seigneurs de la ville, ou bien une cafetière à dosettes. De quoi récupérer un certain nombre de voix municipales. Ailleurs, on distribue des logements ou des emplois communaux, on verrouille un petit groupe d'individus de son parti d'une poigne de fer, on ajoute à tout cela un peu de gouaille et de répartie, et tant pis si on ne satisfait pas la quasi-majorité des électeurs, ils n'iront pas voter. Un bonheur pour une réélection. Alors il faut savoir également que la France est le numéro 1 mondial du nombre d'élus par habitant. En fait, le nombre d'élus en France ne cesse d'augmenter depuis 1789. On a un problème déjà, c'est qu'on a énormément de communes. On a 36 000 communes en France et il y en a beaucoup moins dans des pays comparables, c'est-à-dire par exemple l'Allemagne ou la Pologne, qui en compte à peu près 3 fois moins. Donc en fait, il explique qu'en France, un électeur sur 77 fait partie d'un conseil municipal. C'est quand même un chiffre assez impressionnant. Un électeur sur 77 fait partie d'un conseil municipal. Donc c'est quand même assez surprenant. En ce qui concerne le nombre de parlementaires, on est numéro 1 mondial avec 577 députés et 348 sénateurs. Le ratio est donc d'un parlementaire pour 49 000 électeurs, 1 pour 70 000 habitants. Si on compare avec les États-Unis qui ont 5 fois plus d'habitants et leur Chambre des représentants qui dispose de beaucoup plus de pouvoir que notre Assemblée nationale, les Américains ont proportionnellement 6 fois moins d'élus que nous. Nous avons 30% de parlementaires de plus que l'Allemagne qui a pourtant, elle aussi, plus d'habitants que nous. On dépasse aussi largement le Royaume-Uni, l'Espagne, etc. Quant aux sénateurs, on en possède presque autant que les États-Unis et l'Allemagne réunis. Alors on a un nombre d'élus qui augmente, mais on a également des rémunérations pour les élus qui augmentent également. Un chargé de recherche au CNRS, Patrick Lelydec, fait judicieusement remarquer qu'entre 2000 et 2003, les indemnités pour les élus municipaux ont progressé de 35,8% pour les présidents et vice-présidents d'intercommunalité. Ces indemnités ont fait un bond de 137%. Pour finir, Michel Alliot-Marie, alors ministre de l'Intérieur, a précisé dans un de ses discours que les sommes versées aux maires et présidents d'autres assemblées locales ont augmenté en moyenne de 55% entre 2002 et 2007. Selon une réponse faite à la suite d'une question écrite du député René Dosière, celui-ci mentionne dans un billet de son blog le 11 juillet 2011 que les indemnités versées aux élus intercommunaux sont passées de 54,7 millions d'euros en 2000 à 162,5 millions d'euros en 2007. Donc vous avez compris le résultat, c'est des dépenses publiques qui explosent. Alors un autre problème dont il parle dans son livre, c'est un petit peu ces hommes politiques dont la politique c'est le métier justement. C'est un petit peu une dérive de notre système. On a évidemment le cas de notre président François Hollande qui, à ma connaissance, n'a jamais travaillé. Enfin, n'a jamais travaillé, c'est pas très sympa pour lui, mais n'a jamais eu un travail classique. Il a toujours eu, il a toujours été dans la politique. Donc vous pouvez être salarié dans la politique, vous pouvez être par exemple attaché parlementaire, collaborateur, assistant parlementaire, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, vous pouvez avoir des travaux, mais il n'a jamais travaillé dans le privé et je ne crois pas qu'il ait été fonctionnaire. Donc c'est un fait indéniable qu'un nombre de plus en plus important d'élus de grandes villes ou de parlementaires n'ont jamais connu autre chose que la politique dans le cadre de leur existence professionnelle. Ils sortent de l'école, deviennent chargés de mission ou assistants parlementaires d'un élu qui va devenir leur mentor. Au contact de cet élu, ils nouent des relations, apprennent le métier en côtoyant leur patron quasiment 7 jours sur 7. Mal payés, corvéables à merci pour les plus malchanceux, ils ont tous un point commun, ils sont dans le sillage et le cercle des élus qui les ont embauchés. Un jour, l'élu patron, pour augmenter son réseau et son influence, va placer le petit dans une ville ou un fief pour qu'il démarre une carrière dont il espère qu'il saura lui être redevable. Parfois, l'assistant ou le chargé de mission s'en va de lui-même à la conquête du Graal et commence sa carrière comme maire adjoint auprès d'un maire vieillissant et ou bienveillant. Plus prudent, on le retrouve sur une liste régionale, ce qui lui permet d'attendre la bonne opportunité tout en continuant à être dans le cercle étroit des prétendants au mandat.
cercle dont il ne faut surtout pas sortir avant d'avoir décroché le sésame pour la bonne assise de son pouvoir, et marquera sa naissance politique, le premier bon mandat. Et ce qu'explique l'auteur de ce livre, qui donc, je le rappelle, a été lui-même élu pendant des dizaines d'années, c'est un politique, c'est quelqu'un qui connaît la politique, qui vit la politique, qui a travaillé personnellement avec Manuel Valls. Il dit « Je l'ai moi-même vécu après mon élection en tant que conseiller régional d'Île-de-France, puis de président de la commission de la formation professionnelle et de l'apprentissage de la région Île-de-France. D'un coup d'un seul, je suis devenu quelqu'un d'autre. On aurait pu croire qu'une fée s'était penchée soudainement sur mon berceau d'élu, et d'un coup de baguette magique m'avait rendu immédiatement beau et intelligent. Du jour au lendemain, un certain nombre de courtisans administratifs, souvent des chefs de service qui hument la possibilité d'une promotion, venaient me voir les chines courbées, me sérinant de façon obséquieuse du le président veut-il, etc., etc. » Alors moi, je me suis toujours demandé d'où venait cette soif de pouvoir des politiques. C'est vrai que quand on les voit, ils ont envie d'être élus, d'être le meilleur, d'être le premier, etc. On le voit par exemple avec notre président François Hollande aujourd'hui. Il a envie d'être réélu en 2017, mais honnêtement, aujourd'hui, il a 12% d'opinion favorable. On a envie de lui dire, écoute François, il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Je veux dire, les gens n'ont plus envie de te voir, c'est clair. Donc, on se demande d'où ça vient, cette soif absolument irrationnelle, parce que clairement, je veux dire, s'il regarde objectivement les choses, et ce livre m'a vraiment permis de comprendre ça. Ça, c'est le truc que j'ai trouvé extraordinaire, ça m'a permis de comprendre. Vous allez voir, c'est bête comme chou, c'est un truc qui se fait petit à petit au quotidien. Donc l'élu que l'on pourrait appeler le dominant ne vit que dans un cercle où personne n'ose remettre en cause ce qu'il dit, ni ses actions ou ses demandes, fussent-elles en dehors des clous. Quand vous êtes entouré de compagnons de route qui vous doivent qui son salaire, qui son logement, qui sa place en mairie ou sa place d'élu, il devient difficile de dire non, de prévenir du franchissement d'une ligne jaune quand il s'agit de son patron ou de son mentor. On laisse faire, on regarde ailleurs, on lui trouve des excuses, mais on ne s'interpose pas. Sans garde-fou, il est de plus en plus difficile pour l'élu qui commence à mettre les doigts dans la confiture de ne pas continuer petit à petit de s'imaginer inconsciemment que pour lui, c'est pas pareil. Personnellement, j'ai vu de mes propres yeux, au cours de mon parcours auprès de ces élus, la propension manifeste de leur entourage à l'obséquiosité, bon, il faudra que j'aille chercher la définition quand même, et à la flagornerie grandissante à mesure que les élus prenaient du galon. Avec Manuel Valls, candidat à la mairie d'Évry en 2001, petit gars sympathique et ambitieux que lorsqu'il était en campagne, j'avais emmené déjeuner aux bons amis un petit resto de Rissorangis, j'ai pu remarquer au cours des presque 10 années que nous avons parcouru côte à côte que plus il prenait une stature d'homme d'État, moins ses pieds touchaient terre et plus il y avait de monde pour essayer de lui lécher. Donc on parle des pieds là, des pieds de Manu. Petit à petit, le Catalan spontané et enthousiaste qu'il était et que j'appréciais est devenu calculateur et s'est enfermé dans la tour d'ivoire du pouvoir à tout prix. Cet homme, pourtant animé de bonnes intentions au début, s'est transformé sous mes yeux en une sorte de petit marquis imbu de sa personne, doutant de moins en moins de sa suprématie, surtout ce qui l'entourait, ne faisant preuve de tolérance qu'à la seule condition que l'on soit d'accord avec lui. Je pense que ça explique tout. Je pense que voilà, c'est pas, là, il parle de Valls parce que voilà, il l'a connu, mais je pense que c'est pareil pour tous les politiques. C'est qu'ils deviennent, et c'est ce qu'il explique à la fin du livre, au lieu d'être des serviteurs, ils deviennent en fait nos maîtres et on devient leurs serviteurs, alors que ça devrait être le contraire. Donc c'est un petit peu du n'importe quoi, et ce livre raconte une tonne d'abus. Enfin, j'ai souligné, la vidéo serait trop longue si j'expliquais tout, mais je voudrais en partager quelques-uns avec vous. En fait, le plus choquant, c'est que les élus, sur un nombre absolument choquant et impressionnant de situations, de plans, ont plus d'avantages que les gens moyens. Il explique par exemple, alors voilà, il y en a vraiment beaucoup, mais il explique par exemple que voilà, les policiers ont le droit de mettre sur écoute n'importe qui. N'importe qui, sauf les parlementaires. Il faut demander l'autorisation au président de la chambre parlementaire. D'accord. Donc souvent, c'est quelqu'un qui connaît l'élu, qui le connaît personnellement. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué si vous voulez, et c'est que des trucs comme ça. Vous devriez lire ce livre, honnêtement, c'est super intéressant, c'est vraiment, c'est un petit peu choquant. Il explique un petit peu, bah voilà, il y a par exemple un statut d'inspecteur général de l'éducation nationale qui est un petit peu une espèce de planque où les gens sont rémunérés entre 4 000 et 6 000 euros par mois, ce qui permet de caser les copains pour une fonction qui est un petit peu fantôme, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Il n'y a que des trucs comme ça, des passe-droits, le calcul des pensions de retraite qui est beaucoup plus avantageux pour les élus que pour les simples salariés du privé comme vous et moi, ou les entrepreneurs bien entendu. Plein d'avantages, de passe-droits, de choses comme ça. C'est vraiment un livre à lire. Alors attention, ça peut vous dégoûter un petit peu de la politique. La politique, même si c'est pas parfait, on en a besoin. Comme il explique, la plupart des élus sont des gens qui font du bon boulot, qui sont sur le terrain. Malheureusement, le problème, c'est qu'il y a une espèce de pyramide et les gens qui sont en haut sont totalement corrompus par le pouvoir, par l'argent, par les avantages.
Et du coup, on a un système qui est un petit peu sclérosé et qui malheureusement ne peut pas vraiment se moderniser, se rénover, puisque les gens qui prennent les décisions, c'est justement eux qui sont visés. Donc il explique par exemple, ce qui paraît un petit peu logique, c'est le nombre d'élus. Imaginez si demain il y a quelqu'un qui disait ok, on va remettre un petit peu en cause le nombre d'élus, parce qu'il y en a vraiment trop et ça nous coûte très très cher. Il y a tous les élus de la base qui vont dire attends, t'es gentil, mais nous on va se retrouver sur la paille, on va plus rien faire, on va se faire dégager, etc. Donc ce serait extrêmement impopulaire. Donc du coup, on voit bien qu'on a un système qui malheureusement est assez sclérosé. L'autre jour, je tombais sur une vidéo d'un blogueur qui s'appelle Usul, qui a fait une vidéo sur un sujet qui paraît a priori farfelu, mais qui n'est pas du tout, qui est sur le fait en fait de tirer au sort les élus. Alors ça paraît vraiment farfelu, mais c'est une vidéo qui est super intéressante, je vous mettrai le lien. Pourquoi? Parce que dans l'Antiquité, à l'époque, Athènes, il y a eu une période où les élus étaient tirés au sort, et c'est une époque où justement les élus étaient plus proches du peuple, étaient moins corrompus, s'intéressaient plus à l'intérêt général. Et ça paraît déconnant, mais on voit bien que dans les assises, on tire au sort des jurés qui vont décider, alors plus maintenant en France, mais avant, qui décidaient quand même de la vie ou de la mort, dans certains cas, d'accusés. Donc voilà, on peut imaginer que les gens peuvent se former, peuvent être tirés au sort, devenir élus, se former, assumer leurs fonctions et ensuite repartir dans la vie publique et faire autre chose. Et ça pourrait être une très bonne solution. Il y a des solutions qui existent, qui ne sont pas très compliquées, mais en attendant, ça montre bien ce livre un petit peu la perversion de notre système, où on voit qu'il y a quand même une caste d'élus qui ont fait de la politique leur métier, et il y a des abus absolument flagrants. Donc vraiment un livre, une lecture que je vous recommande, Pilleurs d'État de Philippe Pasco.